On est déjà assez nombreux, alors je pense qu'on peut commencer. Puis si des personnes se joignent à nous pendant qu'on introduit, ben, tant mieux. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je me présente, je suis Erika Olivo, la coordonnatrice de l'Institut d'éthique appliquée. Euh, Avant d'aller plus loin, vous avez peut-être remarqué qu'on enregistre la conférence. On va enregistrer la première heure qui sera des discussions avec les présentateurs, les conférenciers, mais la période de discussion ne sera pas enregistrée. Ça veut dire aussi que vous pourrez réécouter la conférence sur notre chaîne YouTube. Vous êtes à une conférence de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Cette conférence s'inscrit dans l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle, dont la responsable est Marion Briveau. Lors de cette conférence, on va vous présenter le dernier numéro de la revue Éthique publique, dirigée par Luc Bégin. La revue Éthique publique, c'est une collaboration entre l'IDEA et l'ENAP. Ce numéro s'intitule Une santé à toute épreuve, éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Il a été dirigé par Vincent Couture de l'Université Laval et Hazar Haidar de l'Université du Québec à Rimouski. Euh, je ne sais plus si j'ai dit Université de Montréal, c'est Université Laval. Et puis, on les remercie d'être là avec nous pour nous parler de ce numéro. Je vais vous donner un bref aperçu du déroulé de la séance. D'abord, Vincent Couture et Hazar Haidar vont nous faire une présentation générale du numéro. On va ensuite voir avec les auteurs qui sont présents une petite présentation de chacun de leurs articles accompagnée d'une discussion. On les remercie d'être présents avec nous. Puis ensuite, on aura une demi-heure réservée à l'interaction avec le public, la discussion de groupe pour prendre vos questions, vos commentaires et cette partie-là ne sera pas enregistrée. Alors, je vous remercie d'être présent, je vous remercie de participer à notre conférence et je vais laisser la parole à Vincent et Hazard pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre numéro spécial qui est consacré à un sujet d'actualité, une santé à toute épreuve, éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Je souhaiterais tout d'abord commencer par remercier mon collègue Vincent Couture, avec qui j'ai eu un grand plaisir de co-diriger ce numéro. Un grand merci à nos auteurs, à nos autrices qui ont contribué à ce numéro également, ainsi qu'à toute l'équipe de la revue Éthique publique, notamment à Corinne et à Luc, qui, sans leur soutien, la publication de ce numéro n'aurait pas été possible. Donc, pourquoi ce sujet est-il si crucial aujourd'hui dans nos sociétés? En effet, l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, dans plusieurs domaines, mais particulièrement la santé, a le potentiel de transformer radicalement les soins de santé en offrant une multitude de possibilités allant d'une meilleure précision de diagnostic à un traitement personnalisé et adapté pour chaque patient. Mais comme toute autre technologie, les outils d'intelligence artificielle soulèvent beaucoup de préoccupations éthiques qui sont des préoccupations sociétales, éthiques sociétales, légales, mais également politiques. Parmi les préoccupations éthiques, par exemple, comment on assure la confidentialité des données de santé? Comment on assure un accès équitable à une technologie d'intelligence artificielle en santé? De quelle façon l'intelligence artificielle risque-t-elle de transformer le travail des professionnels de la santé? Ce genre de questions, ainsi qu'une panoplie d'autres auxquelles nous devrions réfléchir, vise à promouvoir une utilisation et un déploiement de la technologie ou des technologies de l'intelligence artificielle d'une façon éthiquement acceptable au sein de notre système de soins de santé. À quoi, chère audience, vous attendre dans ce numéro spécial? On vous promet que vous allez découvrir des analyses approfondies et des perspectives d'experts et d'expertes qui sont stimulants sur les défis éthiques liés à l'IA en santé et qu'on laisserait à nos auteurs et autrices le temps de vous les partager. Finalement, en lançant ce numéro spécial, nous lançons également un appel à l'action. Engageons-nous comme experts
comme membres de la société, comme public, dans une discussion ouverte et constructive sur l'avenir de la santé numérique pour orienter les politiques qui vont guider les utilisations des outils d'intelligence artificielle dans notre système de soins de santé pour que cette utilisation soutienne notre objectif ultime, une santé à toute épreuve pour tous et toutes. Donc, avant de nous lancer dans la contribution des articles de ce numéro, je passerai la parole à mon collègue Vincent. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Hazard, pour l'introduction. Je voulais me joindre à tes remerciements à tous ceux qui ont participé au numéro. Ça a été un immense plaisir de collaborer avec vous. Donc, c'est sûr, Luc et Corinne, vous avez été des acteurs essentiels pour ce numéro. Puis merci infiniment aussi pour les auteurs qui se sont prêtés au jeu de la révision par les pairs. Donc, ça a été un grand plaisir. Hazard, est-ce que tu veux poursuivre? Euh, on va commencer par l'un des auteurs qui souhaiterait lancer la balle et commencer par sa contribution. Ah, d'accord. Donc, peut-être juste pour vous faire part une petite, disons des étapes qui vont suivre. Donc, ce que je vous propose, c'est que, disons, on a la chance d'avoir avec nous quatre autrices et quatre auteurs qui ont collaboré à quatre des six textes du numéro spécial. Euh, et puis, donc, je vous les présenterai. Et puis, chacune vont faire une sorte de résumé, de présentation en lien avec leur contribution. Et puis, j'ouvrirai ensuite la discussion au sein du panel pour réagir à chaud par rapport à chacune des contributions. Et puis, voilà. Et puis, je peux peut-être mentionner aussi, c'est ça, donc on a la chance d'avoir quatre représentants de quatre des six publications, mais il y a deux absentes qu'on peut souligner. Donc, il y a Marie-Hélène Parizeau aussi qui a une contribution dans le numéro, et puis Aude Marie Marcoux. Donc, on les salue, donc, qui ne puissent pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais présenter la première dont le premier de nos panélistes en lien avec, euh, en fait, le premier texte du numéro spécial. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Joé Desmartineau, qui est professeur agrégé d'éthique organisationnelle au HEC Montréal. Donc, Joé, je te laisse la parole pour nous présenter ta contribution. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Hazard pour cette rencontre aujourd'hui, mais aussi surtout pour avoir mené à bien ce numéro spécial. C'est difficile et je sais tout l'effort qu'il faut mettre là, pour faire ce type de travail. Donc, félicitations à vous et félicitations à tous les auteurs. Donc, j'ai été contente de proposer ce papier que j'avais écrit avec une étudiante, avec Frédéric Romy-Godin, qui est une étudiante qui a fait sa maîtrise à HEC Montréal. Mais suite à sa maîtrise, elle est devenue assistante de recherche avec moi et on avait été au départ, le départ de ce projet de recherche-là était un mandat du gouvernement, du ministère de la Santé, qui nous avait mandaté initialement avec notamment l'Obvia, une équipe de l'Obvia, pour créer des rapports de recherche sur l'IA dans le milieu de la santé. Et en fait, il y en avait 4 rapports, dont un qui était spécifiquement sur les aspects, les enjeux éthiques sur de l'IA en santé et sur lequel j'avais été mandatée par l'équipe. Et donc, j'ai travaillé avec Frédéric là-dessus pendant un bon nombre de temps. Et suite à, quand on a fini le cahier de recherche, on a dit ce serait intéressant de pouvoir le publier, de pouvoir... et donc, on l'a adapté, on l'a transformé un peu et on détenait la propriété intellectuelle sur ce cahier de recherche. Et on a dit, quand j'ai vu passer l'appel de communication, j'ai dit, ça serait quand même un intéressant numéro, un intéressant papier d'ouverture pour un tel numéro parce que ça donne une vue d'ensemble, une vue de peut-être un tour d'horizon là, de tous les enjeux. Je me suis dit, certaines autres contributions peut-être iront
plonger en profondeur sur tel ou tel enjeu. Mais le papier qu'on a proposé fait un tour finalement et présente les grands enjeux éthiques liés d'une part à la gestion des données et ensuite aux technologies d'intelligence artificielle qui sont appliquées au milieu de la santé. Et ben voilà, je suis super contente que notre papier ait été retenu pour ce numéro spécial. Est-ce que vous voulez que j'aille dans plus de détails? Ben, peut-être nous donner un petit avant-goût des grandes conclusions. OK, bon, ben alors on a présenté en fait, je peux vous dire ce qu'on survole dans le papier. D'une part, les principaux enjeux qui sont liés à l'exploitation des données, hein, des données massives qui sont nécessaires à collecter, à entreposer, à traiter. Lorsqu'on développe des modèles d'intelligence artificielle, on doit les entraîner, les nourrir de données extrêmement importantes, là, d'une quantité importante de données. Et donc, ça cause différents enjeux, notamment au niveau du consentement à la collecte de ces données-là, à la confidentialité, à la protection des données personnelles et de la vie privée des individus. Ça crée aussi des enjeux de fiabilité dans l'entreposage et dans le traitement des données, la qualité, la représentativité des données qui sont utilisées. Et ça crée des enjeux dans la conservation des données et la potentielle réutilisation des données qui peut être faite parfois sans consentement. Ensuite, on s'est attardé davantage aux enjeux plus spécifiques liés au développement des systèmes d'intelligence artificielle ou à l'implantation de ces technologies-là aussi dans les organisations de la santé. Notamment une utilisation qui serait malveillante de la technologie, potentiellement malveillante de la technologie, le manque d'explicabilité ou d'interprétabilité potentielle de certaines technologies qui sont plus opaques, notamment les technologies qui mobilisent l'apprentissage automatique, le deep learning, l'apprentissage profond. On aborde de front aussi les biais, hein, la question des biais et de la responsabilité décisionnelle des technologies ou des algorithmes d'intelligence artificielle. On parle du futur aussi dans ce papier sur peut-être des enjeux existentiels liés à l'IA, à transformations sociales qui sont liées à ces technologies-là et aux transformations dans le milieu du travail qu'on commence déjà à voir dans certaines industries et donc qui vont nous impacter différentes industries et spécifiquement aussi potentiellement la santé en termes de transformation des rôles et des responsabilités et des identités professionnelles potentiellement. Et donc, on termine sur les enjeux liés plutôt à la commercialisation des technologies d'IA liées à la santé. Et donc, c'est vraiment, comme je vous disais, un grand survol là, qui permet de mettre la table et peut-être d'aborder certains de ces enjeux-là plus en profondeur dans d'autres contributions qui ont été apportées par les autres auteurs. Voilà. Merci énormément, Joey. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, questionner Joey dans notre panel. Justin, Clémence ou Sylvain. Moi, je veux bien réagir éventuellement. Oui, Clémence, à vous la parole. D'abord, vous remercier pour cet article que je découvre du coup en vous écoutant et je l'ai survolé très vite et j'ai hâte de le lire. C'est très utile de pouvoir avoir maintenant cette forme de grand survol, comme vous le dites. Donc, merci beaucoup d'abord. Peut-être une question qui me vient en vous écoutant. À ma connaissance, et du coup, vous avez une vision plus précise que moi, je ne sais pas si dans les différents pays, il y a eu la constitution de comités d'éthique spécifiques sur les usages du numérique en santé. Comité, j'entends au sens quasiment réglementaire, hein, pas seulement des comités de réflexion. Euh, et est-ce que vous pensez il serait utile finalement dans chacun des pays d'avoir ce type-là de comité ou est-ce que finalement c'est chaque comité responsable d'une partie particulière, hein, donc ceux qui vont valider, je ne sais pas, les logiciels d'aide à la prescription, d'autres qui vont valider des dispositifs médicaux, des applications, qui devraient s'emparer de ces sujets. Ma question c'est, doit-on pousser à la constitution de comités ou doit-on juste acculturer les comités actuels sur ces sujets-là?
Merci, c'est une question extrêmement intéressante et très d'actualité. Je dirais que ici, bon, j'ose croire que vous êtes en France et donc, ici au Québec, on est vraiment en plein dans cette discussion-là, justement, principalement sur comment évaluer finalement les technologies qui seront mises en place dans le domaine public, notamment dans le milieu de la santé qui est public au Québec, et donc qui sera responsable de faire l'évaluation des technologies, l'évaluation à différents niveaux, hein, que ce soit les aspects plus techniques des technologies là, en termes de qualité, fiabilité, robustesse, mais aussi l'évaluation qui est plutôt sur les aspects éthiques des technologies. Et donc, c'est en train de se structurer au Québec. Il y a des travaux actuellement, d'ailleurs, auxquels je participe pour tenter justement de développer un cadre qui n'est pas seulement des grands principes à appliquer, mais aussi une forme une structuration de gouvernance, ce que vous mentionnez, du numérique vraiment au Québec. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on a des organisations publiques, des organisations notamment en milieu de la santé, qui ont des ressources et qui se sont dotées de tels types de comités d'évaluation, de réflexion, plutôt d'évaluation. Mais c'est centré plutôt sur les grandes organisations du milieu de la santé. Je peux donner le CHUM, par exemple, qui a une cellule en intelligence artificielle. Mais c'est pas encore formalisé, institutionnalisé de façon claire dans les différentes organisations de la santé. C'est vraiment dans les cartons actuellement. Et oui, à mon avis, ben, pour terminer cette réponse-là, sans prendre trop de place, je dirais que pour ma part, je vois dans la possibilité d'avoir des comités interdisciplinaires d'évaluation des technologies un potentiel vraiment très intéressant à explorer parce que ces technologies-là sont spécifiques, elles impliquent des impacts et des risques importants pour la société, mais aussi des bénéfices incroyables là, qu'on veut pouvoir aussi capturer. Et cette évaluation, elle doit être faite par plusieurs personnes qui détiennent des expertises différentes et complémentaires. Bon, alors on parle d'enjeux éthiques, donc oui, on se dirait des éthiciens, mais des gens qui connaissent davantage l'IA, les technologies, des administrateurs, potentiellement aussi des professionnels de la santé, des patients, des bénéficiaires, etc. Donc, on voudrait avoir une évaluation très interdisciplinaire de ces technologies-là pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans des angles morts ou dans des pièges peut-être là, par rapport à l'implantation de ces technologies-là dans différents types d'organisations de la santé. Longue réponse pour vous dire que c'est en cours et c'est ce qu'on pense qui serait le mieux à faire. Peut-être tu peux me permettre de jouer. Parmi le panorama, là, les enjeux soulevés, lequel te semble plus préoccupant ou prioritaire là, à traiter? Ben, c'est sûr que c'est intéressant parce que en ce moment, ce qui a été vraiment là où on a mis beaucoup d'efforts au Québec, ça a été beaucoup plus sur la protection des données personnelles, là, et comme dans plusieurs pays, là, c'est là où on a attaqué la question un petit peu plus de ce côté-là, on a régulé. Et donc, cet aspect-là est quand même un petit peu plus avancé en termes de régulation, puis en termes de réflexion aussi, les gens sont plus sensibilisés, je pense, à cette question-là de protection des données. Je dirais qu'en termes d'enjeux, puis là, j'essaie d'en trouver un que je trouverais davantage criant que les autres. Je suis professeur de management, d'éthique des affaires, éthique des organisations à la base. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est les transformations dans les organisations. Comment ça change aussi comment tout ça va changer le travail, les rôles, les identités, les responsabilités dans le travail. Comment ça va être, comment la responsabilité sera partagée à travers les acteurs d'une organisation lorsqu'on développe ou on intègre de telles technologies. Comment ça va changer le travail qui est déjà multidisciplinaire et qui est déjà pas tout le temps simple non plus dans
les organisations de la santé à réaliser. Donc, pour moi, ces transformations-là sont d'un grand intérêt. Et je dirais, au-delà de tout ça, comment on va créer une gouvernance là, du numérique qui va permettre de faire un suivi en continu aussi des technologies pour s'assurer qu'on en fait des évaluations qui ne sont pas juste ponctuelles, mais qu'on voit, on essaie de voir dans le temps un peu comment ça va évoluer, puis comment on est capable d'anticiper aussi des technologies qu'on ne connaît pas encore et qui restent d'arriver dans le futur. On a tous été un petit peu choqués là, par ChatGPT il y a un an, mais on n'avait pas anticipé que ça serait aussi rapide, là, ce développement technologique, mais bon, c'est difficile de se projeter dans 10 ans de quoi ça va avoir l'air. Donc, il faut être capable de développer des structures organisationnelles et une gouvernance institutionnelle qui nous permet de s'adapter puis d'avoir une forme d'anticipation des technologies. Voilà, je dirais longue réponse. Merci beaucoup, Joël, encore une fois pour ta belle contribution à ce numéro et pour le survol de différents enjeux de l'IA en santé. On va passer maintenant à Sylvain Auclair, qui est professeur de philosophie au Cégep Sainte-Foy, pour entendre un peu sa contribution pour ce numéro. Ben, merci beaucoup là, aux organisateurs, particulièrement ceux qui ont dirigé ce numéro et tout le travail que ça implique. Donc, l'article est écrit en lien avec mes travaux au doctorat, donc que je mène en philosophie à l'Université Laval. Donc, dans mon article, je parle du constat qu'il y a beaucoup de données qui sont produites, des données numériques qui sont disponibles, que ce soit des données qu'on partage sur les réseaux sociaux ou encore sur des plateformes Internet comme Passions Like Me. Des données qui sont collectées à travers l'utilisation d'un objet connecté, d'une application, ou même des données, ce qu'on appelle des traces numériques qu'on laisse sans le savoir souvent en naviguant sur Internet. Donc, il y a ces données-là qui semblent anodines lorsqu'ils sont pris séparément, mais avec les outils d'intelligence artificielle dont on dispose maintenant, en particulier les outils d'analyse prédictive, on peut combiner ces informations-là et en tirer des informations utiles et donc inférer des informations jugées personnelles et sensibles à partir de données qui semblent anodines sur la santé, sur la personnalité des gens. Je donne deux exemples d'études qui le confirment. Il y a une étude qui montre qu'on peut, à partir des j'aime, donc les likes là, publiés sur Facebook, réussir avec un haut taux de précision à inférer là, l'orientation sexuelle, la consommation de cigarettes, d'alcool, de drogue. Il y a une autre étude qui montre que seulement avec l'analyse quantitative des yeux, on peut inférer plusieurs informations sur la santé physique et mentale des personnes. Bref, les outils d'analyse prédictive permettent aujourd'hui, à partir des données massives, des données qui existent en quantité, d'entraîner des algorithmes et d'inférer beaucoup d'informations sur la santé des personnes, donc d'informations jugées sensibles. Ce que je montre ce qui m'intéresse dans le cadre de l'article, c'est montrer un peu les limites des lois actuelles à bien protéger les personnes au regard des risques que l'utilisation de ces données-là générées représente, parce qu'il y a des risques. Il y a plusieurs rapports là, qui montrent que ces informations-là sur les personnes peuvent être utilisées pour des décisions, dans des enjeux ou des domaines cruciaux de la vie comme les finances, les assurances, etc. Donc, lorsqu'on examine les différentes lois qui protègent les renseignements personnels et récemment les renseignements de santé au Québec, on s'aperçoit que l'approche est centrée sur le contrôle individuel. Donc, il revient aux individus de contrôler la collecte, l'utilisation, la diffusion de leurs renseignements personnels. Or, à l'ère de l'analyse prédictive, ben, j'explique que cette approche-là atteint des limites. Il est difficile pour une personne de contrôler efficacement des données si les informations sont générées à son insu à partir de données déjà disponibles et dans bien des cas à partir de données que d'autres ont fournies, qui ont servi à entraîner des algorithmes. Donc, dans mon article, je montre les limites, mais je m'intéresse surtout à des pistes de solutions pour bonifier la protection actuelle. J'explique d'abord qu'une première avenue à envisager, c'est de mettre l'accent davantage pas tant sur la collecte, comme c'est le cas actuellement, mais d'axer la protection sur l'utilisation des renseignements personnels. Ensuite, j'explique qu'il
il y a le critère de légitimité qui existe déjà dans la législation, qui pourrait être exploité pour mieux protéger les personnes à l'ère de l'analyse prédictive. Donc, ce critère de légitimité fait en sorte que même si la personne a donné son consentement, un renseignement ne sera contraire à la loi si il est jugé illégitime. Bien sûr, vous allez vous deviner que l'enjeu, c'est de déterminer qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. En ce sens, je mets en lumière, ou en fait, j'insiste sur le document d'orientation publié par le Commissaire à la vie privée du Canada en 2018, dans lequel il présente des zones interdites sur la base de vastes consultations qui ont été menées au Canada auprès d'experts, puis aussi sur la base des décisions judiciaires antérieures. Et dans ce document-là, donc, on identifie des zones interdites. Et en particulier, un des paragraphes me semble particulièrement intéressant parce qu'on interdit l'utilisation de traitement des données en fonction des risques de discrimination. Donc, c'est premièrement, je trouve une piste intéressante parce ce qu'on met en lumière ici, ce qu'on adopte, c'est une approche axée sur le risque. La réglementation met de plus en plus l'accent sur le risque, notamment là, le règlement sur l'IA au sein de l'Union européenne qui a été déposé en 2021, qui fait une distinction entre les utilisations de l'intelligence artificielle qui créent un risque inacceptable, un risque élevé, un risque faible ou minimal, et interdit même certaines utilisations en fonction de leur utilisation. Donc, cette approche-là par la risque me semble tout à fait désignée pour penser le traitement des données à l'ère de l'analyse prédictive. Deuxièmement, ce qu'on met de l'avant, c'est le risque de discrimination. Donc, ce qui me semble important. La législation a surtout mis l'accent sur les risques d'identification ou de réidentification. Donc, en mettant en lumière le risque de discrimination, bon, on rouvre à une ouverture plus large là, sur les risques. Plusieurs experts ces dernières années ont mis en lumière des risques importants soulevés, notamment par l'analyse prédictive, entre autres les risques de manipulation. On peut penser qu'on peut se servir du ciblage psychologique sur Internet pour cibler des personnes, les manipuler, profiter de leur vulnérabilité qu'on aurait découvert grâce à l'analyse prédictive. Donc, tout ce risque de manipulation, de discrimination sont des risques importants qui mériteraient de prise en compte. C'est ce que met de l'avant. C'est pourquoi je trouve qu'il y a un aspect innovateur là, dans le paragraphe du commissariat. Également, ce paragraphe-là du commissariat parle de l'impact pour les groupes. Encore une fois, la législation s'est beaucoup attardée sur l'impact pour les individus. Donc, il y a un impact plus sociétal. Puis on le voit aussi avec des enjeux comme le scandale Cambridge Analytica, où au-delà de la collecte frauduleuse de renseignements personnels, les enjeux sont surtout au niveau de la société. Donc, on peut manipuler des électeurs. Donc, il y a vraiment une protection de la vie privée qui, oui, sert les intérêts individuels, mais également qui joue un rôle clé pour l'exercice de nombreux droits et libertés au sein de la démocratie. Donc, ce que je montre, bref, c'est les limites un peu du contrôle individuel à protéger les personnes, mais une limite aussi à considérer des enjeux cruciaux que soulève l'analyse prédictive, donc des enjeux qu'on devrait prendre en considération. Je donne l'exemple de l'analogie avec la protection du droit d'auteur. Bien que ce droit-là relève de l'individu, ben, on a jugé bon de prévoir des mesures de protection à l'échelle de la société pour permettre des utilisations qu'on souhaite bénéfiques, par exemple en éducation avec l'utilisation des œuvres, mais également pour interdire certaines utilisations. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire actuellement pour penser plus largement, en plus, au-delà. Donc, bien sûr, le contrôle individuel est important, mais comme c'est insuffisant, de penser à une protection à l'échelle plus globale, parce que on s'aperçoit que les données de santé sont de plus en plus relationnelles. Ce que je divulgue peut être utilisé pour deviner des informations sur les autres et qu'il y a des enjeux sociétaux là, qui sont soulevés. Donc, le critère de légitimité me semble-t-il être quelque chose, une belle piste de solution, une belle piste à envisager, à développer là, pour penser la protection des renseignements personnels. Puis je termine en mentionnant, c'est sur quoi je travaille au doctorat, sur la théorie de l'intégrité contextuelle d'Hélène Nissenbaum, qui déplace le focus là, du contrôle individuel à la
circulation du flux d'informations en fonction des normes sociales. Donc, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui permettait de prendre en charge les risques dont j'ai parlé, plus larges que l'identification, l'impact sur la société, l'impact sur les groupes. Donc, voilà en résumé là, ce que je traite dans mon article. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que parmi nos auteurs, nos autrices, quelqu'un voudrait réagir? Ouais, bah, je me permets, merci Sylvain pour la présentation. Je trouve vraiment intéressant de faire c'est le tour que tu fais un peu comme je trouve que c'est vraiment des textes fondamentaux aussi qui permettent d'avoir une vision très large de toute cette implication des systèmes d'intelligence artificielle, puis de l'encadrement des données massives. Puis moi, en tant que professeur de management, je me pose toujours aussi la question pour les organisations. Puis j'aime vraiment ce que tu présentes sur l'aspect de documents qui établissent des cadres, des normes globales. Effectivement, il faut un déchargement de la responsabilité sur les individus et d'autant plus, il faut les former davantage. Mais je voulais savoir, est-ce qu'un peu entre ces deux extrêmes d'action, de niveau d'action, si sur base de ton expérience et ton expertise, qu'est-ce que tu conseillerais à l'échelle justement d'une organisation publique par rapport à cet encadrement-là et par rapport au risque que peut représenter les renseignements inférés? C'est une excellente question. Donc, j'ai beaucoup axé sur la pertinence, le besoin de décharger un peu l'individu dans ce monde numérique complexe où il n'est pas évident là, de bien juger, de comprendre l'utilisation qu'on en fait. Je pense que c'est la même chose aussi pour les organisations. Une des critiques, là, il y a un autre critère dont je n'ai pas parlé, que je traite dans l'article, c'est le critère là, de la limitation. Il y a un critère qui existe dans la loi où les organisations doivent utiliser les renseignements qui sont permettre en fonction des fins qu'ils utilisent. Donc, est-ce que c'est nécessaire à l'atteinte des fins? Les professeurs Desiel et Ben Klinieff montrent que ce n'est pas toujours un critère qui est facile à appliquer, et même par les organisations, de déterminer. C'est un critère qui, dans la jurisprudence, soit est appliqué de façon trop stricte, trop large. Donc, je pense que dans ce contexte-là, pour aider les organisations, mais les individus, il y a besoin un peu de balises à un niveau de société ou au niveau sociétal où le législateur montre des limites, mais qui s'appuie aussi sur ce qui est acceptable sur le plan social, ce que les gens finalement, puis pour prendre la loi au Canada, parle de ce que les gens jugeraient acceptable, raisonnable dans les circonstances. Donc, il y a un travail à faire, je pense, une réflexion à l'échelle, d'autant plus pertinent cette discussion, cette réflexion, à l'échelle de la société. Qu'est-ce qu'au niveau de la société, on trouve acceptable ou non comme utilisation de l'intelligence artificielle? Puis je pense que ça pourrait être éclairant à la fois pour protéger les individus, mais aussi pour les organisations. Merci, Sylvain. Joël? Merci, Sylvain, de cette contribution-là. Je trouvais bien intéressante. Et puis j'arrive avec une question un peu de réflexion sur les idées, l'idée que certains avancent d'offrir, par exemple, une plateforme de consentement numérique unique, centralisée, potentiellement liée au DSQ, au dossier Santé Québec, etc., où finalement les utilisateurs seraient potentiellement à même de chez eux, de leur ordinateur, à consentir à divers projets de recherche ou à divers projets d'amélioration mobilisant de l'IA. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme perception de ce type de proposition. Oui. Merci, Joël, pour la question. D'ailleurs, je mentionne que je suis président du comité d'éthique là, au CIUS de Capitaine National, je siège au comité à l'Université Laval, puis aussi dans le réseau d'éducation. Donc, je suis à même de voir là, la pertinence, l'importance des données pour la recherche, mais aussi l'importance là, de s'assurer qu'on protège l'autonomie puis la dignité et la protection des individus. Je pense que c'est une avenue intéressante. Dans l'article, j'ai mis surtout l'accent sur les utilisations qui, à l'échelle de la société, posent des enjeux importants puis pour lesquels on devrait mettre des limites. Mais en même temps, j'ai peut-être pas insisté suffisamment, mais il y a des utilisations qui soient bénéfiques aussi pour la société. Donc, encore une fois, il y a le consentement individuel, mais il faut voir au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait
D'ailleurs, la loi introduit il y a cette possibilité-là pour des utilisations qu'on soit bénéfiques pour la société. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Qu'est-ce qu'on souhaiterait permettre comme utilisation? Donc, penser plus largement le flux d'informations et sans délaisser le consentement, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions puis de travaux actuellement qui se font. Je pense à Annabelle Cummins là, pour repenser le consentement, pour permettre des consentements pas nécessairement peut-être à un projet, mais à des types de projets, à des types de recherche, donc un consentement plus large, élargi. Donc, il y a cette ouverture-là. Le PTC, l'énoncé de politique des trois conseils en recherche, a ouvert cette porte-là d'un consentement plus élargi. Donc, oui, je suis tout à fait, je pense qu'il y a vraiment des avenues intéressantes qui permettraient aux personnes de respecter leur autonomie, mais permettre des utilisations qui, à l'échelle de la société, à l'échelle de groupe, sont bénéfiques. C'est une avenue ouais, à travailler. Merci beaucoup, Sylvain, oui, pour ta présentation puis ta contribution. J'aimerais maintenant passer la parole à Clémence Thébault. Clémence Thébault est maître de conférence en économie de la santé à l'Université de Limoges. Donc, Clémence, à toi la parole. Merci beaucoup. Est-ce que, Vincent, vous voulez que je projette? Peut-être pas la peine que je projette comme vous voulez. Ah, moi, je pense que ça serait bien. Je crois que Ok, très bien. Alors, allons-y. Ok. Donc, attendez, arrêtez le partage, pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon? très beau. Voilà. Parfait, Merci merci. beaucoup. Donc, le papier que je présente est un papier que nous avons rédigé avec mes collègues Jean-Claude Dupont, Vincent Jolivet et Olivier Semama. C'est un papier qui, en fait, propose d'étudier un point assez précis, qui est en fait des possibilités nouvelles offertes par les technologies d'IA, combinées à des logiciels d'aide à la prescription. Et ces logiciels, nous semble-t-il, offrent une nouvelle possibilité, à savoir une évaluation individualisée de l'efficacité et de l'efficience des interventions dans le soutien à la décision médicale. Et donc, on s'est posé la question de savoir si cette estimation individualisée était acceptable ou pas et quel enjeu éthique ça pouvait poser. Donc, comme vous le savez, les technologies d'intelligence artificielle, elles offrent de nouvelles perspectives, en particulier dans le domaine de la santé, parce que la santé, c'est un domaine qui est très régulé par les autorités publiques, et du coup, ça implique d'avoir beaucoup d'informations, à la fois sur la qualité, la sécurité des soins et sur l'efficience des pratiques. Et puis, du coup, en retour, ça suscite en fait énormément de production d'informations et de données qui accroissent les possibilités offertes par l'IA. On pense notamment, bien sûr, aux systèmes d'information qui servent à la facturation et au remboursement des soins et qui, du coup, constituent une mine d'or pour l'IA, puisqu'on a de l'information sur tout le parcours de soins des patients et on peut en déduire énormément de choses. Alors, souvent, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les questions que pose la protection des données personnelles et des discussions qu'on vient d'avoir à l'instant le souligne. Et nous, on s'est intéressé ici à la question des modèles normatifs qui sous-tendent en fait ces nouveaux outils. On s'est demandé si, avec l'IA et les nouvelles informations que ça allait permettre d'obtenir, est-ce que ça allait modifier les modèles de décision des outils qui étaient par rapport aux outils qui étaient actuellement utilisés. Donc, juste pour préciser qu'aujourd'hui, les outils d'aide à la prescription qui sont utilisés par les médecins sont les suivants. Il y a des recommandations de bonnes pratiques émises par des agences d'évaluation des technologies de santé, des revues professionnelles et puis des logiciels d'aide à la prescription. Et ces outils reposent sur deux types de critères de décision. Le critère d'efficacité qui s'appuie sur le principe de la médecine fondée sur la preuve, le BM. Et puis, ces outils ils reposent également sur le critère d'efficience économique qui est établi à partir de l'estimation d'un ratio différentiel coût-résultat et qui suppose un modèle de justice de type utilitariste. Et jusqu'à présent, ces outils, en fait, ces critères sont évalués au moyen de résultats moyens qui sont mesurés dans des essais cliniques dans le cadre d'échantillons représentatifs de la population cible. Et donc, à chaque fois, le médecin doit s'interroger de savoir si la recommandation qu'il a sous les yeux est valide ou non pour son patient, sachant que son patient, il a
des caractéristiques cliniques particulières, il a des antécédents, il a des comorbidités, il est dans un contexte socio-économique particulier qui peut avoir un effet sur son observance, sur ses modes de vie. Et donc, du coup, cette balance-là, c'est le médecin, en fait, qui le fait aujourd'hui au cas par cas. Or, avec l'IA, on peut envisager qu'on puisse avoir une estimation individualisée de l'efficacité et de l'efficience pour chaque patient et que du coup, les recommandations qui seront faites par ces outils eh bien, tiendront compte de ces caractéristiques. Et il nous semble que ça va poser tout un tas de problèmes. En effet, on a l'information déjà sur l'impact des caractéristiques individuelles sur l'efficacité des stratégies, parce que dans les essais cliniques, on a des données de sous-groupe, hein, on est capable de dire en fonction de l'âge, en fonction des antécédents, des comorbidités, quelle est l'efficacité et l'impact statistique sur l'efficacité des traitements. Et par ailleurs, on a des outils de modélisation qui permettent de paramétrer, de prendre en compte ces différentes caractéristiques sur le résultat. Je pense notamment au modèle de Markov qu'on utilise dans les études coût-efficacité et qu'on peut tout à fait paramétrer en fonction des caractéristiques d'un patient. Donc, on aurait une forme d'estimation individuelle de ce ratio différentiel coût-résultat. Ce qui conduirait du coup à être en situation où, pour un patient donné, eh bien, le traitement est trop coûteux en fait par rapport à ce que ça apporte en termes de santé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Hein. Aujourd'hui, on fait des évaluations de l'efficience pour une population cible. On ne le fait jamais pour un patient donné. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est déjà de savoir est-ce que cette estimation individualisée, elle est cohérente et soutenue par un cadre utilitariste, qui est celui sur lequel repose l'estimation d'un ratio différentiel coût-résultat. Donc, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est acceptable? Et est-ce que finalement, avec cette possibilité offerte d'estimer de façon individualisée le ratio coût-efficacité, est-ce que ça ne révèle pas une limite en fait du modèle de justice utilitariste, puisque il est possible que le modèle utilitariste appliqué jusqu'au bout ne soit plus du tout acceptable. Donc voilà, ça pose un certain nombre de questions et c'est là-dessus qu'on a voulu travailler. Voilà, donc dans le cadre du papier, on a travaillé en 2 étapes. Une première étape consistait à faire une revue de littérature sur les outils actuellement développés et qui avaient fait l'objet de publications pour étudier leurs caractéristiques et voir ce qu'ils proposaient. Et puis, une deuxième étape de travail consistait à identifier, à partir de là, une série d'interrogations éthiques. Donc, je ne vais bien sûr pas présenter dans le détail cette slide, juste dire qu'on a retenu 173 études entre 2015 et le 11 février 2020. On voit que les publis sont quand même croissantes avec de la présentation d'outils mobilisant l'IA qui est donc exponentielle. En 2020, il n'y en a que 10, mais c'est parce que c'est uniquement sur moins de 2 mois. Et on voit que les outils qui ont fait l'objet de publications portent sur des domaines thérapeutiques tout à fait divers, majoritairement en cancérologie, dans le domaine cardiovasculaire, mais on en trouve partout. Et enfin, on voit que majoritairement, ces outils aujourd'hui, ils servent en fait à prédire des événements compte tenu des caractéristiques personnelles des patients. C'est-à-dire qu'en fait, les outils, ce qu'ils font, c'est dire, voilà, la probabilité qu'il y ait une rechute, qu'il y ait un événement indésirable, etc. Il y a un peu moins d'outils qui aujourd'hui proposent des recommandations de prise en charge. On est bien d'accord qu'en fait, c'est sur ces recommandations de prise en charge que les enjeux éthiques vont principalement se concentrer. Hein. Et à ce stade, on le verra, aucun outil à part une étude ne proposait de prendre en compte le critère d'efficience. Donc, les principaux résultats, c'est que, et je vais être très rapide, pardonnez-moi, puisqu'on a peu de temps, le premier résultat, c'est que le critère d'efficacité établi par le BM, c'est-à-dire la maximisation de la balance bénéfice-risque, va être normalement renforcé par l'évaluation individualisée des résultats pour le patient. Et donc là, on n'aurait pas de nouveaux enjeux, on aurait juste une meilleure estimation que pour ce patient-là, ce traitement, c'est le mieux pour lui. Voilà. Donc là, il n'y a pas tellement d'enjeux, à part juste un renforcement du modèle de décision. On voit que le critère d'efficience, il n'est pas pris en compte par ces outils, même si ces outils le permettent parfaitement. Donc, est-ce qu'il y a déjà une forme de censure par les auteurs des logiciels? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'économistes de la santé qui se sont emparés de ces outils pour dire là, on va pouvoir vraiment garantir l'efficience des pratiques? Voilà, bon, c'est posé. Néanmoins, il me semble que il nous a semblé que c'était quand même très utile de commencer à ouvrir ces discussions
ne serait-ce que pour du coup décider que peut-être on ne veut pas faire d'efficience individualisée. Hein. Le papier n'a absolument pas pour objectif d'en faire la défense, mais uniquement de dire attention parce que là, on a la capacité de produire une information et on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit éthiquement acceptable. Et donc, du coup, la conclusion, c'est que les controverses éthiques qui sont soulevées par l'utilisation de l'IA dans ces outils d'aide à la décision médicale, elles sont en fait tout à fait anciennes. Mais par contre, elles vont être énormément, très significativement renforcées en fait par ces outils. Et on a identifié 4 catégories de controverses. Le premier, c'est que bien sûr, l'utilisation de l'IA dans l'aide à la décision médicale va réouvrir des controverses classiques sur le choix entre une morale déontologique et conséquentialiste, puisqu'en fait, pour le résumer simplement, mobiliser l'IA dans l'aide à la décision médicale, ça permet d'être extrêmement conséquentialiste, là où en fait, on n'était pas capable de le faire pour des questions informationnelles. Donc là, on a la capacité de produire l'information. Le deuxième point, c'est que l'utilisation de l'IA dans l'aide à la décision médicale va réouvrir des discussions sur les règles de pondération des bénéfices en santé, et que là, pour le coup, on n'a pas du tout d'outils. On a des outils qui existent pour la pondération des bénéfices, mais qui sont des outils comme les QALY, qui sont utilisés dans l'aide à la décision publique pour savoir si on veut rembourser ou pas. Mais on n'a pas d'outils aujourd'hui. Et donc, quand un logiciel fait une recommandation de prise en charge, comment pondère-t-il l'effet sur la qualité de vie, sur la survie, sur les différentes dimensions de la qualité de vie? Voilà, ça, c'est une grosse question. Et puis enfin, l'utilisation de l'IA dans l'aide à la décision médicale réouvrirait des discussions sur la prise en compte des principes redistributifs que pose le calcul coefficacité en général. Et enfin, mais ça c'est un point qui n'est pas le cœur du sujet, enfin de notre sujet, qui est bien sûr toutes les discussions sur le modèle de production de la preuve en médecine. Et là, je renvoie du coup effectivement à ces possibilités qui viennent d'être évoquées précédemment hein, sur jusqu'où peut-on utiliser des données et de la démonstration d'associations à partir des bases, par exemple, de l'assurance maladie, sachant que du coup, on n'est pas du tout sur le même modèle que l'essai contrôlé randomisé. On a des associations dont on n'est pas capable de comprendre la causalité. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui vont être réouvertes de façon, nous semble-t-il, vraiment très, très, très accrue. Merci beaucoup, Clémence, pour cette présentation de votre papier. On aurait peut-être le temps pour une remarque, une question des membres du panel. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, Justin? Oui, je peux commencer. Mais, honnêtement, les papiers présentés, je les trouve hyper intéressants et hyper complémentaires. Donc déjà aussi, bravo à mes collègues. Je voulais intervenir sur la question aussi, il y a une question d'efficacité. Efficacité par rapport à un choix de traitement. Donc, on parle de ça, Puis il y a aussi une dimension par rapport à ça d'efficacité. Vous avez employé le terme censure. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à appeler au terme d'autorégulation de la part des personnes qui vont développer le système d'intelligence artificielle? Puis, par rapport à la question d'efficacité, question d'information, est-ce qu'il y a eu, je dirais, des tests justement en conditions réelles par rapport à des jeux de données, des lacs de données qui ont été développés et mis à disposition par les autorités publiques en France? Alors, pour le premier point, effectivement, c'est un des gros enjeux. Et du coup, ça renvoie à la question sur les comités. C'est finalement, faudra-t-il porter la discussion sur les variables que l'on veut censurer? C'est-à-dire dire, bah, on ne veut pas que le logiciel mobilise des variables de type socio-économique, c'est-à-dire le revenu, l'âge. Et alors, du coup, ça va nous amener à des discussions très intéressantes, puisqu'en fait, ça va nous réamener à la justification du choix de la censure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on censure? C'est-à-dire que ça veut dire que derrière ça, ça veut dire qu'on accepte qu'on va peut-être dépenser beaucoup plus pour certains groupes de patients parce qu'on a choisi de ne pas avoir un objectif d'efficience économique systématique. Et donc, en vérité, on n'est pas démunis parce que ce sont des questions qui sont traitées sur les théories de justice en général. On va remobiliser Rawls, on va remobiliser tous les travaux voilà, sur les théories libérales égalitaristes qui, justement, critiquent l'utilitarisme. Donc, oui, effectivement, il y a toute cette question d'autorégulation et derrière, on sera, je pense, bien content de pouvoir remobiliser une littérature qui existe depuis longtemps, mais qui aura là des conséquences potentiellement très pratiques.
Voilà. Alors, sur la deuxième question, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre. Votre question, c'est de savoir si, s'il y a eu des tests par rapport à des données réelles. Oui, en situation réelle, au-delà de tests Ah oui, pareils. d'accord. Des tests d'efficacité du logiciel, c'est ça? Oui, oui, oui. Eh ben non, j'en ai pas croisé. En fait, on a plus des articles qui présentent le logiciel, comment il fonctionne, sur quelles données il s'appuie. Mais comparer un groupe de patients et de praticiens pour lequel on a utilisé des logiciels de ce type-là ou non, non, j'en ai pas vu. Et d'ailleurs, franchement, c'est un sujet qui n'est pas tellement discuté, enfin, par les gens qui travaillent vraiment sur les logiciels de l'aide à la prescription et toute cette littérature-là, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment ouvert ces questions. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Clémence, encore pour ta présentation et ta contribution. Je vais passer la parole à Justin, qui est prof adjoint à l'École nationale d'administration publique, l'ENA. À toi la parole, Oui, Justin. merci. Merci, Hazard. Donc, oui, je vais vous présenter un papier qu'on a coécrit avec trois de, trois de mes collègues. Donc, il y a Lise, Anne-Sophie et Émilie. Puis la particularité, c'est qu'on provient vraiment de disciplines différentes. Donc, moi en management public, Lise en éthique, puis Anne-Sophie et Émilie sont vraiment des juristes. Puis l'idée que l'on avait vraiment en créant ce papier, ça part du constat, je veux dire, que l'on sait tous maintenant, c'est que pour développer des systèmes d'intelligence artificielle, il faut de la donnée. Puis la possession de la donnée est quelque chose de capital. On sait que des multinationales comme Google, Apple ou autres ont une masse gigantesque de données. Mais lorsqu'il s'agit d'organisations publiques, ben ça reste difficile. Surtout que dans le domaine de la santé, on a été quand même, je dirais, fortement influencé par toute la vague de la nouvelle gestion publique dans le domaine du management qui s'est concrétisé comment? Par un morcellement du bloc public, donc énormément d'agences, énormément de cloisons entre les différentes organisations publiques. Donc, par la force des choses, en pratique, ben, les organisations publiques disposent de jeux de données relativement limités. Puis on sait, je pense que dans les derniers mois, qu'il y a eu une évaluation qui était sortie, on était à près de 700 lacs de données dans le secteur des soins de santé juste au Québec. Donc, ce morcellement-là pose des problèmes en matière de développement de systèmes d'intelligence artificielle et d'application dans le secteur de la santé. Donc, on est parti de là. On est parti de cette idée de comment pourrait-on organiser le partage de ces données-là. Alors, il y a la dimension juridique qu'Émilie et Anne-Sophie élaborent et montrent toute l'évolution du cadre juridique par rapport au partage des données personnelles, parce qu'on sait qu'il y a énormément de données personnelles dans le domaine de la santé. Données aussi en matière de recherche, parce que là aussi, il y a une dimension commerciale, mais aussi une dimension de recherche. Donc, comment partager ces données-là en fonction de la nature? Donc, dans une première partie de notre article, on retrace cette évolution du cadre juridique en matière de partage de données. Puis, on vient à ce point, quelles sont les données que l'on peut partager. Puis, au-delà de la question du partage, c'est est-ce que ces données-là font partie vraiment d'un bien commun plus largement défini? Donc, un bien pour lequel, notamment, il n'y aurait pas des conditions en matière d'exclusivité. Et donc, jusqu'où, ça rejoint aussi ce que Sylvain parlait, jusqu'où considérer le partage des données, encadrer les données, quel type de données peuvent être partagées pour éviter justement les données des renseignements affairés. Euh, et sur base de ça, moi j'arrive avec un modèle justement de gouvernance partagée qui a été adapté ici. L'apport du papier aussi, c'est d'adapter un modèle classique de Shtrum sur la gouvernance des biens publics. Donc, on est parti de l'idée que les données en matière de santé pouvaient être considérées comme des biens publics à traiter d'une façon très particulière en matière de confidentialité, en matière justement de tous les enjeux que Joël a pu soulever aussi dans son article. Et donc, à partir de là, on a établi une série de règles que l'on trouvait pertinentes pour justement encadrer ces données, comme délimiter clairement les frontières
du système de gouvernance de partage. Donc, quand on dit partage, c'est pas partager les données avec l'ensemble des agences et des organisations du secteur public de la santé, mais délimiter clairement cette coopération entre les agences, cette coopération organisationnelle. De la même façon, il faut aussi développer des mécanismes de surveillance et de sanctions graduées aussi, pour ne pas avoir de dépassement qui freinerait cette propension à développer et à expérimenter et à innover aussi dans le domaine. Puis développer aussi des mécanismes de participation, de résolution de conflits. Et donc, cette idée-là va à l'encontre, enfin, va dans le sens un peu de ce qu'on voit notamment en Europe, d'un développement d'un système de gouvernance qui reposerait sur trois piliers. Donc, le pilier traditionnel, quand même, de l'administration publique webérienne, la hiérarchie. Face à ça, dans les années 80-90, on a essayé d'introduire les principes de marché, de concurrence, donc de morcellement des agences, les rendre plus compétitifs, des fois les rendre en compétition les unes avec les autres. Puis nous, notre idée, c'est justement de venir avec cette idée de collaboration, cette idée de réseau, et d'en faire un tout cohérent en matière de partage de données publiques dans le domaine de la santé. Donc, c'est un papier qui se veut quand même un papier de synthèse aussi, et qui, au final, lance finalement plus de questions qui n'offre de réponses. Mais je pense que c'est aussi, comme mes collègues l'ont dit, un élément de discussion puis de réappropriation, notamment avec les praticiens et avec les décideurs politiques. Donc, on l'a aussi conçu dans une logique de transfert de connaissances à destination de ces deux publics-là. Donc voilà, je m'arrête à cette présentation. Merci pour votre attention. Merci Justin. Des rétroactions, des questions pour Justin? Je peux me permettre, dans l'article, on discute là, de la notion de commun, du bien commun. On parle des biens communs. Puis on discute là, de la possibilité de transposer ça dans le domaine de la santé. On explique que c'est difficilement transposable de parler de commun dans le contexte là, des données de santé. Peut-être juste développer un petit peu ce point-là, si c'est possible. Oui, c'est ça qu'on l'avait dit. Disons, ça, c'est surtout Lise qui a amené ce point-là, là, qui a nuancé. On parle toujours de bien commun. Puis ça venait aussi avec Émilie et avec Anne-Sophie de cette idée, notamment en France, de la souveraineté des données, là, ce besoin de recollecter les données, puis de dire que même si elles ont été collectées par des acteurs privés, ben, il y a quand même une dimension collective. Et on voulait dépasser cette posture-là pour dire que oui, il y a des biens communs, mais dans les biens communs, on peut aussi avoir différents types de biens. Et Lise amène cette notion-là. Si je reprends l'article après, comme on en parle aussi, c'était de dire aussi qu'on pouvait avoir des biens publics, c'est cette question-là, c'est la question aussi de la certaine exclusivité. Euh, qui était dû au fait qu'on va travailler sur éventuellement des dimensions de recherche très particulières, que l'on va travailler sur des problématiques de santé aussi spécifiques. Donc, on ne peut pas partager toutes les données avec tout le monde et puis qu'il y a un besoin de délimiter aussi le système de gouvernance. Mais par contre, c'est capital justement d'avoir cette réappropriation publique pour développer de nouvelles recherches, pour encadrer davantage les pratiques en matière de partage de données dans la santé. Donc, ce qu'on amène, c'est une position plus nuancée que la position de la souveraineté des données numériques qui a pu être adoptée dans d'autres pays, pour avoir quelque chose de plus particulier, de plus spécifique à l'intérieur du secteur des soins de santé au Québec. Merci beaucoup. Merci Justin. Est-ce qu'on a d'autres réactions de la part de nos auteurs, de nos autrices? Moi, Oui, j'ai Claire. une toute petite question, pardonnez-moi, et du coup, c'est un manque de, comment dire, en France, dans quelle mesure enfin, ces questions varient aussi des infrastructures du système de santé? Nous, on a un système de santé qui est très, très centralisé. Du coup, on a des bases énormes qui sont aux mains des tutelles. Et l'enjeu est à l'inverse de permettre à des acteurs extérieurs à l'État, en fait, notamment les universités, des chercheurs et même des acteurs privés qui
revendiquent le droit en fait d'accéder à ces données. Et du coup, voilà, je voulais juste avoir votre avis sur dans quelle mesure eh bien, les structurations des systèmes de santé impactent la façon dont ces questions se posent. Oui, tout à fait. C'est effectivement une observation que l'on fait ici. Vraiment, le système de santé, mais de façon générale, l'administration publique ici au Québec, c'est vraiment développé avec une forte vague de nouvelle gestion publique qui s'est concrétisée organisationnellement par des structures plus petites, plus détachées, plus autonomes que le pouvoir central. Ce qui fait que sur certaines dimensions, certains secteurs, c'est plus facile d'innover parce il y a de l'agilité, il y a de la flexibilité. Mais sur des projets de centralisation comme l'identité numérique, par exemple, on patine parce qu'on n'a pas cette centralisation de données numériques qui nous permettent de mettre en rapport euh, les données liées à l'état civil et donc de partager le tout. Donc oui, là, c'est vraiment, je dirais, un peu différent. Ce qui fait que sur des grands projets qui ont été menés en France ou dans d'autres pays européens sur l'identité numérique, ça va vite, ça va bien, c'est déjà établi depuis plusieurs années. Puis ici au Québec, ça fait moins plus d'un an, voire 2 ans que l'on essaye d'amener ce dossier-là. Puis c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut du coup redévelopper toute une gouvernance des données numériques et certaines de ces données-là. Merci beaucoup, Justin, pour ta réponse. J'aimerais profiter de l'occasion pour ouvrir maintenant la discussion à l'ensemble des personnes présentes. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir euh, à la présentation de Justin ou des trois autres contributeurs et contributrices du numéro spécial. Donc, ici, les membres du panel aussi veulent poursuivre la discussion. N'hésitez surtout pas à commenter. Je prends rapidement la parole. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Alors, une dernière fois, avant qu'on poursuive avec la discussion, j'aimerais vous remercier tous et toutes de votre participation et d'être venus présenter ces articles très intéressants à l'IDEA. Merci. Merci, Erika.